ne vont pas répéter le même scénario ou inventer quelque chose de similaire. Exiger le respect des accords du 3 juillet 2013, exiger la tenue des élections libres et transparentes aux dates indiquées en n'acceptant aucun report futile d'un jour. Demander une recomposition de la CENI pour qu'elle soit un organe paritaire et indépendant. Surveiller et sécuriser le vote des Guinéens dans tous les bureaux de vote. Nous restons convaincus que la victoire sera assurée en 2015 dès le premier tour et que prochainement vous serez accueillis à Toronto comme président de la République de Guinée. Vive El Selou Dalein Diallo, vive l'IFDG, vive la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci, le secrétaire fédéral. Je vais vous serrer la main. C'était pour votre brillant discours. Je viens de Conakry, mais il y a 20 jours maintenant. Et nous allons passer la parole à Dr Ousmane Bangura pour nous livrer son message. Monsieur le secrétaire fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée de Toronto, Mesdames et Messieurs les membres du bureau fédéral de l'UFDG de Toronto, sympathisantes, sympathisants et cadres de l'UFDG de Toronto, éminents cadres présents dans cette salle, chers frères et sœurs des pays d'Afrique ici présents, chers compatriotes, au terme de notre périple dans le nord du continent américain, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les mêmes salutations et les mêmes remerciements de l'Atlanta, de Chicago, de Washington, de Philadelphie, de New York, de Montréal, tant la convivialité et l'hospitalité sont les mêmes qui ont été manifestés à l'égard de la délégation que conduit notre grand président El Selou Dalein Diallo. À chaque étape, nous avons été gratifiés par une puissante mobilisation qui indique on ne peut plus votre ardente volonté et votre farouche détermination à assurer la victoire éclatante à notre parti, l'UFDG, en 2015. Depuis donc le lancement spontané à Atlanta et à notre grande surprise, le fort Rising pour doter le parti des motos afin que, comme il vient de le dire, le parti soit présent sur le terrain durant tout le processus électoral qui va être enclenché dans notre pays. Aussi, l'accueil favorable de votre part des cartes de soutien annoncées sont une source de réconfort moral et d'espoir dans notre marche inexorable vers la victoire en 2015. Nous vous disons ici que notre détermination, que votre détermination qui fait écho déjà en Guinée, à galvaniser les militants, à resserrer les rangs et susciter l'adhésion massive des militants de tous bords dans notre parti. Vous êtes déjà au courant que j'ai adhéré librement à l'UFDG.
venant du bureau politique national du PUP. Mais je dois vous dire ici que j'ai été un élément par honnêteté et par éthique, que j'ai été un fervent pionnier dans la mobilisation et l'orientation de mes frères et sœurs de la Basse-Guinée vers le choix de notre actuel président. En le faisant, vous appuyez l'honnêteté par la... En le faisant, ce n'était pas par la discrimination quelconque, mais on était gagné par l'espoir que l'actuel président était à même de combler les attentes de nos populations. Malheureusement, ces attentes ont été vraiment déçues. Car aujourd'hui, la Guinée a reculé à tout point de vue. Nous avons aujourd'hui une Guinée divisée et régionalisée. Nous avons une Guinée bradée et prise en otage. Nous avons une Guinée sale, sans courant ni eau. Nous avons une Guinée malade d'Ebola. Une Guinée sans pèlerin en 2014. Ce qui est douloureux, une grande première pour notre pays. Une Guinée aussi sans aucune volonté politique d'organiser des élections transparentes et équitables. Chers compatriotes, c'est contre ces mots que nous avons dit à Chicago de livrer le combat. Mais ce mot a été vite récupéré par les intoxicateurs de l'opinion et en ont fait du chou gras pour défrayer la chronique dans le seul but de détourner l'esprit des Guinéens des tristes réalités dont eux-mêmes ils sont les auteurs. Notamment un fait saillant, la sortie frauduleuse des dizaines de millions de dollars au détriment du contribuable de Guinée, au détriment de l'organisation des élections, parce qu'on nous apprend qu'on ne peut pas organiser les communales par manque d'argent. Dans le retentissement, ça a éclaboussé la planète, ce qui constitue pour nous une honte nationale. Tant il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route. Mais vous savez, plus que moi, que ce sont les fraudes électorales qui génèrent des conflits post-électoraux. Car les citoyens tiennent mordicus désormais à leur voix, de telle sorte qu'ils sont devenus les vrais gendarmes de leur vote. Comme on le dit, un homme, une voix. Donc on est jaloux de ce que nous avons voté. Dès lors, le combat contre la mascarade électorale, l'injustice, l'ethnocentrisme, l'exclusion, la stigmatisation sera mené sans répit par les Guinéens. Et le navire de ce combat, c'est l'UFDG qui a fait montre de résistance et de solidité avec des sacrifices ultimes face à un régime féroce qui n'est pas rien pour réprimer les manifestants dans le sang. Et bien naturellement, le capitaine de ce navire est l'homme dont le leadership est reconnu, le patriotisme avéré, un courage de fer compétent, garni de vertus et de valeurs républicaines. J'ai nommé le président Elhadji Cellou Dalein Diallo.
j'invite tous les Guinéens sans exception, non pas à la haine, mais à prendre place dans ce navire de paix, d'amour, de justice, d'égalité et de partage. Car avec notre capitaine, on est sûr d'arriver à une destination, une Guinée unie, prospère et pour tous. Je voudrais dire ici que notre parti, son credo, c'est l'unité nationale. Et quand on évoque l'unité nationale, c'est rassembler tous les fils sur le même pied d'égalité. Nous vous lançons un appel de vivre en guinéen tout court, partout où nous sommes. Cette dynamique est enclenchée chez nous dans le pays. C'est dans ce cadre que les sages de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée ont signé un pacte. Le pacte qui prend pied des relations d'amitié, de fraternité séculaire qui ont été tissées en parallèle de nos aïeux des deux régions. Nous disons que ce processus n'est qu'à ses débuts. Les notables ont choisi et ils ont décidé d'étendre ce pacte à toutes les régions de notre pays. Ça s'inscrit dans la logique de réconciliation des Guinéens. C'est en cela justement. C'est en cela justement, puisque ces vertus se retrouvent, ces valeurs se retrouvent, et de façon constante dans l'UFDG. Personne ne peut dire que l'UFDG a été constant dans le combat pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Et j'appelle donc tous les patriotes, tous ceux qui veulent contribuer à la construction de notre nation, de rejoindre le navire l'UFDG avec à sa tête un pilote que je viens de décrire là. Pour le reste, on dit souvent qu'il ne suffit pas de courir, mais il faut arriver à destination. L'UFDG a fait des efforts, des sacrifices pour asseoir la démocratie. La lutte pour la justice. Nous devons mettre à la tête de ce pays l'UFDG et son leader. Au regard des efforts déjà déployés, des sacrifices consentis pour être au pouvoir, je vous dirais que nous sommes au bout du chemin. C'est en ce moment justement qu'il faut se galvaniser, qu'il faut se déterminer, qu'il faut faire davantage des efforts pour atteindre l'objectif, comme je viens de dire. Il ne suffit pas de courir, mais atteindre le but. Et notre but en 2015, c'est la victoire pour le pouvoir suprême de notre pays. Ce qui nous permettra de mettre les bases solides de la démocratie. Mais l'avenir garanti des jeunes compétents que vous êtes, qui constituent l'avenir sûr de notre nation. C'est sur ce mot que je veux vous demander de lancer avec moi le slogan « Vive la Guinée unie et prospère ». Vive la Guinée unie et prospère. Vive la Guinée unie et prospère. Vive la Guinée unie et prospère. Vive l'UFDG. Vive l'UFDG. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Vive l'unité des Guinéens à Toronto. Vive l'unité des Guinéens à Toronto. Je vous remercie. We don't takbir, so we are takbir. Merci bien. Après ce discours de Dr Bangoura très riche, qui nous montre qu'on est presque au bout du chemin et qui appelle tous les Guinéens de fournir un peu d'effort pour accompagner le président El Cellou Dalein Diallo en 2015 au palais Sékou Touré.
Sur ce, nous allons passer la parole à notre président, El Hadji Dalein Diallo, qui va nous livrer son message tant attendu. C'est un message historique parce qu'il faut le rappeler que c'est l'un des leaders politiques, le premier à être à Toronto au sein de notre communauté pour livrer un message. Vraiment, on souhaiterait entendre ce message. C'est un message historique. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire fédéral de la toute jeune fédération de l'UFDG de Toronto, mesdames et messieurs les membres du bureau fédéral, messieurs les représentants des associations, mes chers frères des États des pays ouest-africains ici présents, monsieur le président des ressortissants guinéens de Toronto, je suis effectivement au terme de ma tournée nord-américaine. C'est peut-être le dernier meeting que je vais prononcer, mais je dois commencer par vous dire que j'étais très fier de savoir que vous avez pris la décision d'installer ici à Toronto une fédération de l'UFDG. Je tiens à adresser à tous nos compatriotes vivant ici qui ont contribué à la mise en place de cette structure toutes mes félicitations et je les encourage à s'impliquer dans le combat que mène notre parti pour l'avènement dans notre pays d'une société plus juste, d'une société plus prospère, d'une société capable de créer des opportunités pour ses citoyens, surtout pour sa jeunesse. Le combat que nous avons décidé de mener, c'est justement la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire, des infrastructures modernes susceptibles d'encourager les citoyens guinéens à rester chez eux, à saisir les opportunités pour créer de la richesse et pour participer au développement de leur pays. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas à l'étranger parce qu'ils le souhaitent. Mais l'homme est toujours à la recherche du bien-être. Dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, hélas. Par manque de politique publique appropriée, le pays est riche. La Providence nous a dotés de tout. L'une des meilleures pluviométries de l'Afrique de l'Ouest. Un potentiel hydroélectrique énorme, qui est presque un scandale, le seul concurrent. Un scandale géologique, plus de la moitié des réserves de bauxite prouvées sur la planète. Les réserves de fer les plus riches, de l'or, du diamant, mais en plus, une population intelligente et dynamique. Tous ces facteurs réunis, la Guinée ne fait que de surplace, parce qu'on n'a pas eu le leadership capable de mettre en valeur ces ressources et de créer des opportunités pour ces ressources humaines de qualité partout, avant et maintenant, où les Guinéens sont allés, ils se sont illustrés par leur dynamisme et par leur intelligence. Beaucoup d'entre vous sont sortis sans passeport, sans nationalité pratiquement, parce qu'il n'y avait aucun document qui le prouve. Beaucoup sont sortis comme ça, ils se sont débrouillés, ils ont fréquenté les meilleures universités du monde et ils étaient brillants. Ceux qui ont fait des affaires, beaucoup ont réussi un peu partout. Là où il y a une compétition impitoyable, les Guinéens se sont illustrés. Mais ils sont obligés de quitter ce pays riche
ce pays verdoyant, ce pays beau, pour aller chercher à vivre dignement, loin de leur père, de leur mère. Ça, c'est choquant. Je dois vous dire que l'engagement politique, personnellement, j'ai vu la Guinée parce que j'ai occupé de hautes responsabilités. Peut-être on va me poser la question, pourquoi je n'ai pas changé la politique. Mais j'ai vu la Guinée perdre des opportunités. J'ai eu la possibilité, compte tenu des fonctions élevées que j'ai occupées, de voir toutes ces opportunités, mais la Guinée les perdait parce que souvent le leadership n'était pas là. Pour transformer tout ce potentiel en richesse au profit de tous les fils du pays, il faut que les dirigeants du pays aient deux choses, deux qualités. La compétence et le sens de la solidarité avec les autres. Je pense que lorsqu'on est la compétence, oui. Lorsqu'on a la compétence, on a le sens de solidarité avec notre peuple. Lorsque les deux conditions se réunissent, on trouvera le moyen de faire de la Guinée un pays de destination des autres citoyens africains et des autres citoyens du monde, puisque comme vous le savez, le monde est devenu un village. Grâce aux moyens de transport, aux moyens de télécommunication, les gens sont à la recherche d'opportunités. Il faut, par des politiques appropriées, créer ces opportunités dans notre pays. Avec toutes ces richesses, je pense que c'est possible. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir. Parce qu'on pensait qu'au terme de cette élection, que la Guinée allait changer. Tous les candidats parlaient de changement. Malheureusement, le pouvoir qui a été installé là s'est avéré être incompétent et sans doute manque de volonté politique. D'abord pour réconcilier la Guinée, parce qu'on avait besoin. Le premier besoin de Guinée, c'était la réconciliation. Mettre un terme aux frustrations, aux discriminations, fondées sur l'ethnie, fondées sur l'appartenance politique. Vous savez bien que la campagne électorale a été difficile pour beaucoup d'entre nous. L'unité nationale a été malmenée. La stigmatisation ethnique a été utilisée comme thème de campagne. Les gens espéraient qu'une fois l'objectif atteint par le RPG, c'est-à-dire une fois au pouvoir, qu'il allait faire en sorte qu'il suscite la confiance et l'espoir chez chaque compatriote, en se comportant comme le président de tous les Guinéens, président soucieux de l'amélioration des conditions de vie de tous les fils du pays, de la sécurité de tous les citoyens, du respect de la dignité de tous les fils du pays et de la mise en valeur au profit de toute la collectivité nationale de l'énorme potentiel économique. Malheureusement, la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion ont continué de plus belle. Avec maintenant, pendant la campagne, c'était un parti, même s'il y avait la complicité flagrante des autorités de transition, mais avec ce qui se passe maintenant, c'est une politique d'un gouvernement supposé être celui du peuple. La Guinée, à tous les égards, a reculé. En termes de développement, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie des gens. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de bonnes routes, on a moins de sécurité et on a moins d'unité nationale. On a moins de justice. On a moins de paix du cœur. On a moins de paix tout court. C'est ça. Personne ne peut le contester. Pourquoi? Il n'y a pas eu de croissance. Malgré l'annulation de la dette, la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3%. Lorsque la Sierra Leone à côté faisait 14,8%. La Côte d'Ivoire 9%, le Libéria 9%.
9%, je veux dire, de croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la visibilité. Le pouvoir est beaucoup plus préoccupé par la conservation du pouvoir et la répression du peuple que par l'amélioration de leurs conditions de vie. Au lieu de promouvoir une politique crédible de réconciliation, après avoir divisé la Guinée en 4 régions naturelles, après avoir pendant la campagne voulu dresser 3 régions contre une fois au pouvoir, il fallait diviser, faire la partition de Fouta en Roundé et Missidé. Ces politiques ont été menées par le gouvernement de M. Alpha Condé. Les préfets, les sous-préfets sont mis à l'œuvre partout pour semer la division, la méfiance et la haine entre des gens qui ont tout en partage. Des gens qui habitent le même village, qui ont le même sous-préfet, qui empruntent la même route pour aller au chef-lieu de la sous-préfecture, qui prient dans la même mosquée et qui sont de la même religion. On leur dit, vous n'êtes pas les mêmes. On chasse de ces villages-là la solidarité, la fraternité et l'entraide pour instaurer la haine. Ça, de la part d'un responsable qui assume la fonction de président de la République, de gouvernement de la République, c'est honteux. Alors que ces gens n'ont plus rien. Il faut rappeler un passé lointain pour susciter la revanche des autres. L'UFDG, votre parti, nous nous sommes levés pour combattre ce fléau-là encore. Le problème, c'est que le rôle du parti politique en Guinée, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de sensibiliser pour convaincre les citoyens. Tu dois lutter contre le pouvoir. Tu dois lutter pour avoir des élections transparentes. Tu dois lutter contre l'injustice. Tu dois lutter contre la division de notre peuple. Tu disperses tous ces efforts dans tout ça, alors que si on avait un État responsable, après les élections, tu prépares les prochaines élections. Tu cherches à convaincre les autres d'adhérer à ton parti. Mais il y a tellement d'injustice, il y a tellement de frustration, que ton combat en tant que parti, tu ne fais pas que le combat d'un parti politique dans une démocratie où il faut dénoncer les erreurs périodiques des gouvernances et en permanence. Il faut diviser. Il faut réprimer. Vous savez ce que l'UFDG a subi. Nos manifestations pacifiques pour exiger des élections transparentes, réprimées dans le sang. 5 à 7 jeunes abattus, à bout portant, par les forces de l'ordre. Certains n'étaient même pas dans la rue, ils étaient dans le domicile familial. Aucune enquête. Aucun policier n'est interpellé. Aucune sanction, même administrative, pour suspendre quelqu'un en attendant que le coupable soit identifié. Aucune sanction administrative. Lorsque vous êtes de bonne foi, si vous ne pouvez pas identifier tout de suite le tueur, comme l'armée, la gendarmerie, la police, c'est des corps organisés, chacun est responsable. Si vous voulez mettre fin à l'impunité, mais vous allez au moins sanctionner un responsable, le suspendre, le révoquer. Mais au contraire, non, ils avaient des promotions. Et les parents, le parti n'avait aucun recours. La justice était inféodée au pouvoir. On dit de les attraper, même dans les domiciles. On les prend, on les juge, on les condamne. 6 mois, 1 an. Nous avons souffert. Pas physiquement, on a souffert physiquement parce qu'on a pris notre dose de gaz lacrymogène, parce qu'on était devant dans les manifestations. Mais on a souffert de l'injustice. De voir ça, vous n'avez aucun recours. On frappe les gens, on frappe les femmes, on renverse leurs marmites, on arrête les jeunes, on les emprisonne, on les juge, on les condamne. Parce qu'ils sont, pour être décents, ils sont militants de l'UFDG.
Vous n'avez aucun recours. Et les enfants continuent à se battre. Nous avons continué à organiser des manifestations pour exiger le respect des droits humains, pour exiger le respect des règles et des principes démocratiques dans notre pays. Ce n'est pas facile. Nous sommes confrontés parfois à des épreuves difficiles qui ne sont pas que physiques. Vous ne dormez pas, vous êtes le leader. Vous maigrissez parce que vous n'avez pas de solution. On vous envoie les cadavres des enfants, on vous les met dans votre cour. Les mamans viennent pleurer. On a arrêté mon enfant chez moi. Il est à la gendarmerie. Aidez-moi, je dois le racheter à 500 000. Si je ne les ai pas, ils vont le déférer. Et moi, j'habite à Nindara. Il faudra aller tous les jours à la maison centrale, à Kaloum. Ce n'est pas facile. Nous nous sommes battus pour que notre pays soit un pays démocratique. Pour que les suffrages des électeurs soient respectés et soient crédités à celui pour lequel ils ont voté. Nous ne l'avons pas obtenu. On est allé au dialogue. On a obtenu des engagements qui n'ont pas été respectés. Nous sommes allés aux élections. Nos gens se sont battus. Tout a été fait pour empêcher les militants de l'opposition de voter. Ils ont refusé de les recenser. Lorsqu'ils ont été recensés, ils ont eu le récépissé. On a refusé de les intégrer dans le fichier. Et lorsque le pouvoir a compris que l'opposition venait aux élections, l'UFDG en particulier, ils ont décidé de tout faire pour empêcher nos militants de voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 6 septembre, alors que les élections étaient prévues le 24, ils décident de modifier complètement la cartographie électorale. Les gens sont placés à 15, 20, 50 km de leur bureau de vote. Ils ont tout changé. Ils ont réduit dans la circonscription de Mali les bureaux de vote de 100. À Mamoun de 90. À Dinguiraï de 100. À Gawal de 30. À Koundara de 20. À Lelouma de 14. Et réaffecter maintenant les villages à 15, les villages à un bureau de vote situé à 15, 20, 30, parfois même 50 km pour que les gens ne votent pas. Alors que la pratique, la règle, c'est qu'un électeur ne doit pas être à plus de 5 km de son bureau de vote. Malgré tout, lorsqu'on a décidé de voter, les gens se sont battus. Ils allaient la veille dans le village où se trouvait leur bureau de vote, en bande organisée, en chantant l'UFDG. Ils sont allés, ils ont passé la nuit, ils ont voté, ils ont sécurisé. Nous avons pu avoir 37 députés. C'est loin, très loin de refléter le poids réel de l'UFDG. Parce que croyez-moi, votre parti est aujourd'hui une force politique redoutable, de par le nombre et l'engagement de ses militants. Ceux qui avaient été trompés, ceux qui avaient été corrompus, ceux à qui on avait fait des promesses, ou ceux qui ont pensé tout simplement, comme Alpha était professeur de droit, il est résidé longtemps en Europe, qu'il allait être le père de la démocratie et qu'il avait soutenu. Aujourd'hui, tout le monde a désenchanté. M. Bangoura vous en a parlé. Il était de ceux qui ont soutenu Alpha. Mais il y a beaucoup comme lui, qui n'ont pas occupé de hautes fonctions. Lui, il a été préfet à Mamoun, préfet à Bouquet, membre du bureau politique du PIB. Mais il y a beaucoup de gens qui ont soutenu au deuxième tour le professeur. Aujourd'hui, je ne dirais pas tous, mais l'écrasante majorité d'entre eux se revenus à l'opposition. Aujourd'hui, je puis vous dire que si on a une élection transparente, le candidat de l'UFDG a toutes les chances de passer dès le premier tour, si les élections. Parce que les gens ont compris, nous avons une crédibilité.
Ils savent que lorsqu'on dit quelque chose, on y croit. Parfois, c'est difficile au début. On dit, ah, c'est lui, il faut dire, c'est la politique, dis tout ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tu dois le dire. Mais finalement, le mensonge court, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, votre parti, notre parti, est vraiment crédible, à l'intérieur comme à l'international. Donc, mais je sais, tous les observateurs honnêtes savent aussi que l'UFDG peut gagner au premier tour si les élections sont transparentes. Mais Alpha Condé et l'UFDG aussi le savent. Et comme ils ne veulent pas renoncer au pouvoir, se soumettre au verdict des urnes, eh bien, ils feront tout pour organiser une fraude massive. Et c'est pourquoi je dis qu'on va mener la guerre contre la fraude. Avec les militants qui arrivent de toutes les régions, de tout le pays, cette guerre contre la fraude pour des élections transparentes, nous la ferons. Je le répète sans complexe, parce qu'on a voulu déterminer les choses, qu'on a lancé un appel à la guerre civile ou à la guerre entre les ethnies. L'UFDG a suffisamment donné la preuve de son attachement à la paix et à l'unité nationale. Vous le savez. Ce n'est pas dans notre vocation, ce n'est pas dans notre tempérament, ce n'est pas dans les habitudes de l'UFDG de provoquer la guerre, d'inciter à la guerre. Au contraire. Mais il est arrivé un moment où l'UFDG ne renoncera pas à ses droits. Nous ne pouvons pas laisser faire le pouvoir ce qui a été fait pendant les élections législatives. Nous allons lutter pour qu'il y ait des élections transparentes et que le vainqueur soit proclamé vainqueur. Et je suis d'accord, je suis convaincu que vous êtes d'accord avec nous. On a transformé nos propos, dire qu'on a appelé à la guerre. Nous avons des adhérents aujourd'hui